Avant de commencer et à accueillir notre plateau d'intervenants, Stéphane Brenne, en tant que président de Lille Events, vous pouvez nous faire un point à date concernant l'impact de cette crise du Covid-19 sur les métiers de l'événementiel et du tourisme d'affaires? Oui, bonjour. En tout cas, déjà, avant de commencer, ça fait plaisir d'être ici et de voir un peu de lumière, un peu de technique, un peu de son. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Donc, effectivement, à quelques rares exceptions, nos activités sont totalement arrêtées depuis le mois de mars. On a été bien sûr touchés les premiers et je pense qu'on sera touchés les derniers. Notre activité est à l'arrêt et donc c'est la catastrophe. D'ailleurs, et vous le savez, au mois de mars, on avait démarré pour faire des enquêtes qu'on a vues auprès de nos filières. Et on est en train d'en faire une autre ici. Et c'est vrai qu'on va vous donner quelques chiffres, mais les enquêtes réalisées par l'Eleven attestent bien du désastre de notre filière. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, mais aujourd'hui, c'est avec les résultats, les derniers résultats, plus de 2060 emplois équivalents à temps plein qui sont aujourd'hui concernés. C'est 198 personnes licenciées à date et on n'a pas terminé notre enquête. C'est une entreprise sur deux qui va devoir licencier économiquement les collaborateurs. C'est quand même assez énorme. C'est 135 millions, 135 milliards pardon, 135 millions d'euros de pertes enregistrées au 9 novembre, qui est donc, la dernière fois, on était un peu plus élevé. C'est quand même assez impressionnant. C'est qu'une représentation partielle puisque cette enquête Exactement. est toujours en administration. Elle a vocation encore à être remplie par un certain nombre d'acteurs. Euh, on y a associé un certain nombre de clubs professionnels comme le club hôtelier, le Place de la Communication, ainsi que le club Table et Toc pour les restaurateurs et l'agence d'attractivité Hello Lille pour bien mesurer l'ampleur de la crise et associer tous les acteurs. Aujourd'hui, Stéphane Brenne, les entreprises sont dans une situation très compliquée. Quel est l'état d'esprit de la filière pour vous? Je vais revenir sur l'état d'esprit, mais c'est vrai qu'il y a un point important aussi que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on va voir derrière, c'est 6 entreprises sur 10 qui ont eu recours au PGE. C'est 4 entreprises sur 10 qui ont eu recours au fonds de solidarité, ce qui peut paraître peu. C'est une entreprise sur 4 qui a recours aussi à la mise en place du fonds par la MEL. C'est 53 entreprises qui ont des difficultés à obtenir des aides. Là aussi, c'est important et je pense que ça va nous aider cet 53%, après-midi. oui. 53%. Près de la moitié qui estiment être en difficulté. Voilà, qui n'en ont pas pu obtenir ou en tout cas n'ont pas su obtenir les aides. Et c'est 6 entreprises sur 10 qui sont par contre satisfaits de la mise en place par l'État, la région et la MEL de ces aides. Voilà. Donc c'est vrai que c'était important de le souligner parce que finalement, c'est des chiffres qui montrent bien que tout le monde n'a pas accès malheureusement à ces différentes aides. Sachant que c'est des résultats partiels et que vous lancez un appel là pour que ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent Exactement. répondre. Il reste 48 heures aujourd'hui pour répondre à cette enquête qui permet à la fois de porter des vrais chiffres auprès des institutions, de la presse bien sûr, mais surtout de demander des aides en adéquation avec les besoins du tissu économique. C'est bien ça, hein? Exactement, et on a besoin de tout le monde. Répondez, s'il vous plaît, parce que, et petits, moyens et gros, parce que cette enquête va nous aider aussi à aller derrière, rencontrer les différentes institutions présentes aujourd'hui, mais pouvoir défendre aussi la filière. Donc, c'est important de répondre à cette enquête. Alors, les autorités ont annoncé ce matin un pic qui dépassait celui de la Oui, première vague pour le Nord. On a eu la semaine dernière aussi l'annonce d'un nouveau confinement. L'horizon de sortie de cette pandémie pour notre filière s'éloigne. Comme vous le disiez tout à l'heure, nos professionnels ont été les premiers à être arrêtés et seront sans conteste les derniers à pouvoir reprendre. Puisqu'on est empêché de travailler, l'objectif primordial pour vous, là, aujourd'hui, c'est quoi? bah, aujourd'hui, c'est de pouvoir nous aider et sur les aides, bien sûr. Simplement, c'est vrai que pour bien marquer cette situation, vous savez qu'en ce moment, il y a des débats, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a essentiel ou non essentiel. Je voulais simplement pour imaginer une vie sans culture, sans musique, sans artistes, sans hôtel,
sans restaurant, sans traiteur, sans transport privé, sans lieu réceptif, sans salle de spectacle, sans cinéma, sans accueil, sans tourisme, sans communication, sans son, sans lumière, sans image, sans événement, sans projet, sans créativité, bref, le néant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette réunion est importante parce qu'on a besoin pour la survie de nos emplois, de nos talents, de notre filière, d'être aidés. Comme l'a dit d'ailleurs le président sur la première allocution du mois de mars, quoi qu'il en coûte. Donc aujourd'hui, on est vraiment à une situation très importante et on a besoin d'aide. Ce n'est pas notre genre à réclamer des aides. On est là pour travailler, on nous empêche de travailler. Zéro chiffre, zéro coût. Donc on attend avec beaucoup d'attention les aides proposées et ce qu'on va pouvoir pour attendre de se relancer. Donc le principe que vous défendez, zéro chiffre d'affaires égale zéro charge, zéro coût fixe, et c'est en ça que vous demandez l'aide des différentes entités. La priorité aujourd'hui, il s'agit donc d'accompagner au maximum les chefs d'entreprise pour les aider à surmonter cette crise, à sauvegarder leur structure, à maintenir à flot leur entreprise, à conserver leurs équipes, leurs talents, d'où l'importance de ce rendez-vous aujourd'hui. Du panorama des aides qu'on va pouvoir dresser tous ensemble. Pour moi, c'est donc l'essentiel. Voilà. C'est donc l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui. Pendant cette émission, vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser vos questions via le chat qui vous est permis à travers l'application Zoom. Je rappelle aussi que nos intervenants pourront, autant que faire se peut, répondre à vos questions. Évidemment, il sera difficile d'apporter une réponse précise à toutes les demandes spécifiques relatives aux différents cas particuliers. Il y a souvent nécessité d'instruire les dossiers, mais les coordonnées des différents services concernés vous seront transmis sur simple demande, bien sûr, pour vous aider dans vos différentes démarches. Voilà, je commence par accueillir notre premier invité, qui est Grégory Akakpo-Adra, en charge de la prévention, le suivi des licenciements économiques, voilà, au sein de la direction de la Directe, comme on le disait tout à l'heure. Monsieur Akakpo-Adra, vous êtes en direct avec nous, travail à distance oblige. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour. Premier sujet qu'on souhaite aborder aujourd'hui avec vous, c'est celui de l'activité partielle. Voilà. On est bien conscient que, comme on le disait tout à l'heure, on a la chance en France d'avoir un beau dispositif, un panel d'aide qui permet aux entreprises de garder la tête hors de l'eau. Ce dispositif d'activité partielle consiste tout simplement à ce que l'État, de manière assez promptu de prendre en charge finalement la rémunération des collaborateurs, des salariés, en lieu et place de l'employeur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe du dispositif et surtout son actualité, les derniers ajustements dont il a fait l'objet? Tout à fait. Alors, tout d'abord, merci à Adil Evans et au président Bren de nous avoir associés à ce webinaire qui nous permet de présenter les aides à disposition des entreprises compte tenu de la crise sanitaire. Pour répondre à votre question, l'activité partielle, qu'on appelle aussi chômage partiel, c'est un dispositif à double détente. Comme vous l'expliquiez, il s'agit dans un premier temps pour l'entreprise, l'employeur, de verser aux salariés une indemnité pour chaque heure chômée, et notamment du fait du ralentissement de l'activité actuelle, voire de l'absence d'activité en ce qui concerne certains secteurs. C'est ce que rappelait le président Bren tout à l'heure. Et par la suite, cette entreprise peut se faire rembourser l'indemnité qui a été versée par l'État, étant précisé par lié d'actualité. L'actualité pour l'activité partielle pour le secteur de l'événementiel et du tourisme d'affaires, ce sont deux choses. Premièrement, comme ils font partie des secteurs les plus touchés d'un point de vue économique par la crise sanitaire et par les restrictions des placements, notamment des salariés et des entreprises, des employeurs, ils bénéficient du meilleur taux d'allocation, puisque depuis le 1er juin, il y a deux possibilités d'allocation. Soit on fait partie du secteur protégé
et le secteur de l'événementiel, notamment le secteur de la restauration, le secteur de la culture, les secteurs du sport en font partie, bénéficient d'une allocation à 70% en tant que secteur protégé, soit elles ne font pas partie des secteurs protégés, auquel cas il y a un reste à charge. Et donc, ce qu'il faut dire, le premier message en termes d'aide, c'est que l'État prend en charge 100% des indemnités versées aux salariés pour chaque heure chômée, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. C'est suite à l'allocution du président de la République, ça a été confirmé, prolongation de ce dispositif exceptionnel de prise en charge de l'activité partielle jusqu'au 31 décembre 2020. Alors j'imagine que vous n'êtes pas en situation de pouvoir nous indiquer si ce dispositif sera prolongé, mais on parlait d'un horizon tout à l'heure de l'été. Est-ce qu'il y a dans les tuyaux un accompagnement qui va persister sur le premier semestre? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez une vision, ou pour l'instant c'est en fonction des différentes décisions du pouvoir exécutif qui est structurant en la matière, c'est ça? Alors, en tant que chef de cellule à la directe, vous imaginez bien que je ne suis pas en capacité de vous apporter une réponse certaine, et notamment à destination de vos adhérents. Ceci étant, il y a un des points sur lesquels je voudrais insister par rapport au contexte économique et par rapport au contexte sanitaire, c'est que l'État a fait en sorte, depuis l'annonce le 16 mars d'un premier confinement, de s'adapter de manière rapide, avec une réactivité que parfois certains disent avoir peu connue, de sorte à adapter le dispositif aux enjeux économiques et aux enjeux sanitaires. Alors, je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui, 9 novembre, à 14h14, si au premier semestre, le dispositif sera prolongé. En tout cas, je peux vous dire deux choses. La première, c'est que une partie du dispositif particulier d'activité partielle devait s'arrêter le 31 octobre. Il y a un décret qui a été pris le 30 octobre pour dire que ce dispositif se prolongeait jusqu'au 31 décembre. Donc, en termes d'adaptabilité et de réactivité, je pense qu'effectivement, l'État a su faire preuve d'un maximum de réaction. La deuxième chose, c'est que le fait d'avoir préservé, autant faire se peut, des secteurs, le fait d'avoir étendu, d'ailleurs, après discussion avec les partenaires sociaux, après discussion avec les différents représentants des secteurs d'activité touchés, ça a fait en sorte qu'effectivement, on améliore l'accompagnement et qu'à tout le moins, on puisse, s'agissant de la masse salariale, aider les entreprises le plus longtemps possible. Je le disais, on avait prévu une réduction le 31 octobre avec un nouveau dispositif au 1er novembre. Ça a été repoussé au 1er janvier. Il se peut qu'on repousse au 30 juin, étant entendu que la volonté de l'État, la volonté du gouvernement, et pour participer à certaines discussions allant dans ce sens, c'est de faire en sorte qu'on puisse garder de la souplesse et en fonction voilà, de ce que sera le contexte sanitaire, en fonction de ce qu'il aura comme impact sur les activités économiques, rien n'interdira qu'au 1er janvier, les choses soient prolongées, soit de manière sectorielle, soit de manière beaucoup plus globale. Le temps nous le dira. En tout cas, on a toujours fait en sorte de s'adapter. C'est bien noté. On peut effectivement saluer la réactivité et l'implication de vos services, et bien sûr qu'on comptera sur la prolongation de votre soutien. Stéphane Brenne, vous aviez… Oui, simplement, bonjour. J'ai simplement une petite question parce que j'ai eu pas mal de membres au téléphone et pour bien préciser les choses par rapport au chômage partiel, on est bien d'accord que les premières demandes ont été faites jusque fin septembre, je pense, qu'il fallait quand au mois de mars, on devait faire les demandes. Et bien préciser, donc on est bien d'accord que dès l'instant, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut bien refaire une demande derrière parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait la demande, et ils n'ont pas touché le chômage partiel. Donc on est bien d'accord que la démarche est bien de refaire la demande jusque fin décembre. Et là, je sais aussi, pour vous informer, qu'apparemment, il y a eu quelques retards aussi de paiement sur septembre-octobre. Donc, est-ce qu'il faut faire cette démarche ou plus pour pouvoir continuer à toucher le chômage partiel jusqu'à fin décembre? Alors, votre question est éminemment pertinente, monsieur Brenne.
pour les entreprises qui ne seraient plus couvertes par une autorisation, hein, puisqu'il y a bien effectivement une autorisation de la part de la directe pour avoir recours à l'activité partielle, on les incite à refaire une demande en sachant que le message qui est adressé au direct, c'est de faire en sorte d'accompagner le plus rapidement et le plus intensément possible les entreprises qui en auraient besoin. Donc effectivement, première étape, refaire une demande qui irait même au-delà du 31 décembre. Hein. On ne peut pas s'interdire d'aller jusque février ou mars pour éviter peut-être, en fonction de la conjoncture et des conjectures, voilà, d'être d'ores et déjà couvert en début d'année 2021, ce que je ne souhaite pas. Hein. Ce que je souhaite, c'est que, comme tout le monde, c'est qu'on puisse sortir de ces conditions, de ces restrictions sanitaires, et permettre à toutes et à tous de reprendre une activité économique la plus normale possible. Mais en tout cas, dans un premier temps, faire une demande jusque février ou mars. S'agissant des retards, je voudrais juste donner un chiffre. Hein. Depuis l'allocution présidentielle dans la région, il y a eu près de 1600 demandes nouvelles de recours à l'activité partielle pour l'ensemble de la région. Ça génère forcément un flux à gérer pour les agents qui instruisent dans notre région. En tout cas, tout est fait, y compris en termes de renfort, en termes de ressources humaines, pour pouvoir prendre en charge ces demandes. Un petit point juridique, hein. Avant le 1er octobre, le délai d'acceptation, y compris automatique, c'était 48 heures. C'était un dispositif exceptionnel. Juridiquement, désormais, le délai est de 15 jours. Alors, rassurez-vous, hein, ça ne veut pas dire qu'on veut mettre 15 jours pour chaque demande. En tout cas, juridiquement, effectivement, c'est le délai qui nous est laissé pour instruire les demandes. En tout cas, tout est fait pour que les réponses favorables soient faites dans les meilleurs délais. Et si on peut faire en moins de 8 jours, on fait. En tout cas, c'est un objectif qu'on essaie de se fixer. Bien, merci Monsieur Akpo Adra. Quand on a préparé notre échange au préalable, vous avez évoqué les deux dispositifs, activité partielle et activité partielle longue durée. Est-ce que vous pouvez nous donner les tenants et aboutissants de ces deux dispositifs, leurs différences et peut-être l'arbitrage sur lequel il faut se positionner sur ce sujet-là? Très bien. Effectivement, alors, depuis le 1er juillet, il y a un deuxième dispositif qui vient compléter le dispositif d'activité partielle dont j'en parlais depuis tout à l'heure. Ce dispositif, c'est l'activité partielle de longue durée. Alors, finalement, ce sont deux dispositifs qui se complètent et qui ont le même socle, puisque c'est bien l'activité partielle et c'est bien le ralentissement d'activité qui sont le fondement de ces deux dispositifs. Mais on a un dispositif dont je dirais qu'il est plutôt à court terme, c'est l'activité partielle, avec une allocation qui pour l'instant est favorable, mais les derniers arbitrages font que au 1er janvier, a priori, le dispositif de droit commun, l'allocation sera moins importante. Et de l'autre côté, on a l'activité partielle de longue durée, où là, c'est vraiment une réduction durable et à plus long terme de l'activité, puisque dans ce cas de figure, la prise en charge de l'État peut aller jusqu'à 2 ans. Alors que pour l'activité partielle normale, je dirais, de droit commun, l'objectif, c'est que la prise en charge soit moindre, puisque là aussi, parmi les changements à venir, ce sera 6 mois maximum, là où je disais, pour l'activité partielle de longue durée, ce sera 2 ans. Là aussi, lorsque, entre guillemets, la normale reviendra, il y aura une véritable différence en termes d'aide de l'État. L'activité partielle de droit commun, l'allocation qui sera versée par l'État sera moins importante, environ 36% du salaire, en tout cas c'est ce qu'il y avait comme projection, tandis que pour l'activité partielle de longue durée, et pendant toute la durée du dispositif, l'aide de l'État sera d'environ 60% du salaire brut du salarié. Il y a des taux et des montants d'indemnité et d'allocations qui varient selon ces deux dispositifs. Vous nous avez fourni des tableaux assez fournis, on pourra les transmettre à nos membres, hein, bien sûr. Tout à fait. L'idée, c'est que l'accompagnement et l'aide de l'État varient selon le caractère durable du ralentissement de l'activité. Lorsque le ralentissement est durable, on est sur l'activité partielle de longue durée.
lorsqu'il est moins durable, on est sur l'activité partielle. Et l'arbitrage, il se fera selon un certain nombre de facteurs, hein. Déjà, est-ce qu'on a de la perspective? Monsieur Brenne disait tout à l'heure, Les on a carnets de commandes. horizon été 2021 pour le secteur de l'événementiel et du tourisme d'affaires. Est-ce qu'à un moment donné, pour les entreprises, il peut être intéressant de passer sur l'activité partielle de longue durée? Ça peut être un questionnement. De la même façon, ça va aussi dépendre de la structure des rémunérations et ça va aussi dépendre, voilà, je dirais, de la vitalité économique au moment où la décision est prise. Très bien. La question une question qui revient souvent chez nos membres, comment s'articule activité partielle, congé payé? Est-ce que vous avez une consigne claire là-dessus? Alors, c'est deux périodes distinctes, en fait. Lorsqu'on est en activité partielle, juridiquement, on est en période de suspension du contrat de travail avec une indemnisation, comme je viens de la décrire. Et lorsque, soit par fermeture, soit par souhait, hein, tout simplement, du salarié, on est en congé payé, c'est un autre statut, je dirais. On est en congé payé avec une indemnisation particulière liée au salaire qu'on a perçu durant voilà, la période de référence. Mais activité partielle et congé payé ne se cumulent pas. Et on continue je dirais, acquérir des droits au titre des congés payés pendant la période d'activité partielle. Ce qui va me permettre de faire la transition tout à l'heure avec la formation et votre collègue Madame Berquet. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Akakpo Adra. Merci à vous. Merci à vous. On garde précieusement aussi la documentation que vous nous avez envoyée pour la transmettre après ce webinaire. Et on a bien noté qu'on pouvait compter sur vous et vos services pour nous accompagner sur ce sujet de l'activité partielle. Merci à vous et bonne fin de Tout à journée. fait. Merci. Merci pareillement. Au revoir. Madame Berquet, bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. Vous êtes chef de service par intérim du service mutation de l'économie à la préfecture Hauts-de-France. À la directe. Je suis une collègue de Grégory. Voilà, c'est ça. Et vous êtes venu nous parler aujourd'hui d'un enjeu qui, même s'il peut paraître quelquefois secondaire, est essentiel. C'est celui du FNE, du dispositif en lien avec la formation. C'est vrai que ce sont des activités, ce sont des périodes compliquées, mais dont on doit profiter pour la formation de nos collaborateurs. L'enjeu, c'est aussi de conserver nos talents, de garder les meilleurs savoir-faire dans nos métiers. Et pour ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce FNE et quelles sont les actualités concernant ce dispositif, la prise en charge, le délai pour lequel ça court, etc. Oui, bien sûr. Alors, le FNE formation, effectivement, c'est une prise en charge des formations des salariés placés en activité partielle. Donc, il est réservé aux personnes qui sont en activité partielle, avec une possibilité donc de cumuler. Le salaire de la personne est pris en charge par l'activité partielle, donc par l'État. Et en complément, on peut former la personne. Alors, les formations, elles peuvent être de tout ordre. Ça concerne toutes les entreprises. Donc, quelle que soit la taille d'entreprise, on n'a absolument aucun périmétrage. Il n'y a pas de question de taille, de nombre de salariés. Toutes les entreprises peuvent avoir recours au FNE formation. On peut proposer n'importe quel type de formation. Il y a très peu de contingentement. Donc, ça peut être des formations, on va dire, de base, de la bureautique, de la remise à niveau. Ça peut être des parcours beaucoup plus compliqués pour les salariés, voire des parcours qualifiants. Donc, on a vraiment un panel très, très large. On a à la fois des entreprises qui vont quelque part être un peu dans une… voilà, ils vont saisir l'opportunité pour faire des formations qu'elles avaient prévues et puis les faire payer en fait par ce dispositif. Et puis, on a des… Prendre en charge finalement par opportunité, oui. Oui, voilà, tout à fait, mais ce qui est tout à fait très bien, hein. Enfin, Ouais. c'est une façon d'utiliser le dispositif qui est totalement positive. Et puis, on a d'autres entreprises qui ont, pour le coup, carrément monté des dispositifs de formation plus généraux pour impulser des dynamiques collectives d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on recherche également. Alors, dans C'est votre… quoi, par exemple, le travail à distance, le management Ça peut être le travail à distance, le management intermédiaire, travailler dans le commerce. On a eu, par exemple, un exemple de faire monter
en compétence l'ensemble des équipes sur un mode de management différent. Donc, on est là vraiment pour le coup sur du sur-mesure totalement. Alors, dans votre secteur, moi, je pensais, enfin, ça fait quelque temps qu'on travaille, par exemple, avec les rencontres audiovisuelles sur le vidéo mapping. On pourrait très bien imaginer des entreprises qui souhaiteraient se positionner sur ce nouveau sujet et former des gens qui n'ont pas la compétence sur cette compétence spécifique. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on est aussi en attente. C'est-à-dire que les filières peuvent aussi s'emparer de ce dispositif de FNE pour créer de l'activité, pas seulement au sein d'une entreprise, mais aussi sur un panel d'entreprises et peut-être structurer de nouvelles activités qui n'existaient pas. Alors, c'est vrai que là, on parle de la reprise d'activité, mais ça permet justement d'envisager cette reprise avec de nouvelles forces et de nouvelles compétences pour les salariés. Alors, on parle de l'entreprise, mais on parle aussi du salarié, hein. L'idée, c'est aussi de permettre aux salariés de gagner en compétences et puis peut-être de se projeter sur de nouveaux métiers et donc pourquoi pas également d'avoir des parcours dans d'autres entreprises. Voilà. Donc c'est vraiment c'est un dispositif particulièrement intéressant. Alors il l'était plus avant puisque jusque fin octobre on avait une prise en charge à 100% des frais pédagogiques. Oui. Aujourd'hui on est sur une dégressivité. Donc on est 70% de prise en charge pour les entreprises en activité partielle, 80% pour les activités, enfin pour les entreprises en activité partielle de longue durée. Voilà, c'est un petit peu moins intéressant financièrement. À ce jour, on n'a pas d'informations sur lesquelles on reviendrait à 100%. Mais donc, il y a quand même une quote-part aujourd'hui qui doit être prise en charge par l'entreprise. Petite parenthèse, tout ce qui a été accepté avant fin octobre et qui se poursuit en termes de FNE, c'est pris en charge selon les modalités à 100% du moment où la demande avait été instruite. Il n'y a pas de remise en cause, juste pour assurer ceux qui avaient déjà utilisé le dispositif. Donc, on est bien d'accord, c'est un dispositif exceptionnel qui s'inscrit dans le cadre de l'activité partielle, donc qui est toute chose égale par ailleurs étranger au droit individuel à la formation. Hein, on n'est pas dans ce cadre-là, on est dans un contexte d'activité partielle et l'État met en place des dispositifs de formation pour encourager les uns et les autres à développer leurs compétences. Mais on est en dehors de ce droit Oui. individuel à la Tout à fait. formation. Hein. Alors, on dit l'État, mais évidemment, je ne l'ai pas cité, mais on est accompagné par les OPCO, hein, les 11 OPCO qui nous ont accompagnés immédiatement sur le dispositif et qui sont le point d'entrée, en fait. Donc, pour nos filières, les OPCO, c'est l'AFDAS, l'AFDAS, vous allez avoir l'Atlas, Atlas, Mobilité pour certains Mobilité d'entre un eux. petit peu, peut-être entreprise de proximité, peut-être moins. Peut-être, mais Voilà. Donc, l'essentiel de toute est à façon, l'AFDAS, oui. tous font partie du dispositif et tous sont en mesure d'accompagner les entreprises. Peut-être un petit détail, on en avait parlé ensemble. Donc, la personne doit être en activité partielle pour bénéficier du dispositif. La formation doit normalement avoir lieu pendant la période d'activité partielle. Cela étant, on peut accepter des débordements. Une formation qui aurait débuté pendant que la personne est en activité partielle et qui doit se terminer un petit peu après la reprise de la personne en travail, on acceptera. Il faut toujours, par contre, être couvert par la période d'activité partielle dont parlait Grégory Akakpo juste avant. Très bien. Et là-dessus, on a aussi les informations, cellules d'information à disposition des entreprises, des renseignements sur le droit du travail également. On vous Oui. remercie. Merci. Surtout sur la cellule d'information, je me permets, cellule d'information d'entreprise, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais c'est une cellule Hauts-de-France, donc qui est vraiment là avec les bons contacts, les contacts régionaux. C'est une cellule qui est mise en place par l'État, le Conseil régional, la CCI, CMA, avec des conseillers qui vraiment ont tous les outils qu'il faut pour répondre aux entreprises. Donc quand il y a un doute, il faut appeler ce numéro. Voilà. Très bien. Merci Madame Berquet. J'arrive maintenant à Monsieur Demonchot, notre troisième intervenant représentant de l'État. Alors, avec vous, on va plutôt aborder les différents enjeux de PGE rapidement, même si ce n'est pas votre sujet principal, vous pouvez nous en parler. Nous dire aussi qu'il existe pour ceux qui ne sont pas éligibles au PGE des fonds spéciaux. Ça, c'est peut-être une première chose sur laquelle on va pouvoir échanger. Et puis après, le vaste sujet qu'on abordera également avec notre invité de la région Hauts-de-France, bien sûr, le sujet du fonds de solidarité. D'accord ?
Alors, concernant ces PGE, on en est où? Est-ce que c'est encore possible? Pour combien de temps? À quelles conditions on y a le droit? Et si ce n'est pas le cas, quelles autres solutions il existe? Ça fait beaucoup de questions, mais et je vous remercie d'être avec nous. On va essayer de synthétiser. Alors, effectivement, les PGE, c'est des prêts garantis par l'État, hein, comme le nom l'indique. C'est un dispositif de prêt donc, qui est octroyé par les places bancaires. Et les places bancaires bénéficient en échange de cet octroi d'une garantie de l'État, une garantie de l'État qui est variable selon la nature de l'activité. Ça peut être 90% ou 80%. Donc, sur la question, est-ce qu'on peut encore demander? La réponse est oui. On peut toujours demander un PGE. Leur validité court, enfin, les validités de demande courent jusqu'au 31 décembre. Ce que je peux vous dire, mais je n'ai pas d'informations plus précises que ça, c'est qu'il n'est pas impossible qu'on puisse faire du PGE qu'on puisse demander du PGE au titre d'année 2021. En tout état de cause, voilà, le PGE actuellement est tout à fait accessible. Alors, il vise plutôt des entreprises PME, hein, il vise plutôt TPE-PME, mais pas que. Et l'idée, c'est que je voudrais que c'est très très important cette démarche de l'entreprise d'aller d'abord vers les places bancaires parce que je vais vous en parler tout à l'heure, ça conditionne le débloquement de certaines aides en fait. On peut parler tout de suite par exemple des aides qui sont liées au CODEFI. L'administration préfectorale, les préfets ont la possibilité de délivrer des aides complémentaires. Et ces aides complémentaires, en fait, elles sont liées à une première étape. La première étape, c'est la demande d'un prêt, alors PG ou pas, mais une demande. Cette demande, elle peut aboutir. Elle peut aboutir partiellement, elle peut ne pas aboutir pour différentes raisons. Si elle aboutit partiellement ou si elle n'aboutit pas, il faut savoir qu'il existe un dispositif qui parfois est encore méconnu de la part de beaucoup d'entreprises, qui est ce qu'on appelle la médiation du crédit. La médiation du crédit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand la demande n'a pas pu aboutir ou aboutit partiellement. La Banque de France, c'est sous la main de la Banque de France, organise des tours de table pour voir comment on peut arriver à une solution. Alors, pérenne, en tout cas plus intéressante que la solution proposée à l'origine. Et c'est cette approche-là qui va permettre, en fait, derrière, au CODEFI de venir aider, de venir abonder. Mais ce sont des préalables. Il faut avoir obtenu un prêt, avoir fait une démarche auprès des organismes bancaires. Si ça n'a pas fonctionné, il faut derrière avoir saisi la médiation du crédit. Et donc, quand vous dites place bancaire, oui. organisme bancaire, ce sont les propres banques des entreprises et en sachant qu'elles sont en lien direct avec la Banque de France. Exactement, exactement. Voilà. Quand je parle de place bancaire, je ne vais pas citer de nom ici, mais ce sont les banques que tout un chacun connaît parce que nous, vous, moi, les entreprises y ont leur compte. C'est vraiment les banques privées de la place bancaire. Et donc, effectivement, en complément, on a des dispositifs de soutien qui sont sous la main de ce qu'on appelle le CODEFI. Alors, dans le document, de toute façon, vous avez les coordonnées pour saisir le CODEFI. Ces dispositifs, alors ils sont gérés par le CODEFI. Le CODEFI est une commission gérée au niveau de la préfecture, mais les services derrière de l'État qui gèrent les différents dispositifs sont divers. Hein. Vous avez les directs, vous avez la direction générale des finances publiques. Alors, les dispositifs, quels sont-ils? Vous avez des prêts participatifs pour les très petites entreprises. Alors, c'est des montants relativement modestes, certes, mais ça peut permettre de compléter un besoin. C'est jusqu'à 10 000 euros. Pour les entreprises de 10 à 42 salariés, ça va jusqu'à 50 000 euros. Pour les plus grosses entreprises, vous avez ce qu'on appelle des avances remboursables qui peuvent aller jusqu'à 800 000 euros. Là, on est sur des plus grosses entreprises ou des prêts bonifiés qui aussi peuvent aller jusqu'à 800 000 euros. Alors, ces avances remboursables ou ces prêts bonifiés, ils sont destinés aux grandes entreprises, les entreprises de plus de 250 salariés. Mais je vous en parle ici. Pourquoi? Parce que, exceptionnellement, quand on a affaire à des entreprises avec un effectif plus réduit, mais que l'on considère comme faisant partie d'un secteur stratégique, alors le stratégique, c'est un sens assez large par rapport à l'activité régionale, par rapport au positionnement de cette entreprise dans une chaîne de valeur, on peut de façon dérogatoire accorder des avances remboursables de montants relativement importants. Donc ça, c'est très, très, très brièvement résumé les dispositifs qui sont sous la main de la commission qui s'appelle le CODEFI. Hein. Mais donc, ce qui est important, ce que je voulais vous rappeler, c'est que le préalable à la demande de ce type de dispositif-là, c'est avoir fait le tour des places bancaires, avoir obtenu ou pas ce qu'on a demandé. Et si on ne l'a pas obtenu, partiellement ou totalement,
avoir fait une saisine en fait de la médiation du crédit. PGE, avance remboursable, pour essayer d'articuler et abonder les besoins de trésorerie. Exactement, exactement. Autre sujet qui a été dans l'actualité, Monsieur de Monchaux, c'est celui des exonérations de charges. On en parlait tout à l'heure, zéro activité, zéro coût fixe, zéro charge. Il y a eu des annonces aussi du gouvernement en la matière sur les exonérations de charges. Sur nos secteurs d'activité en tant que tels, complètement à l'arrêt, quelles sont les mesures qui ont été actées? Alors, sur les dispositifs, moi je vous parlerai bien volontiers des dispositifs fiscaux, puisque c'est mon domaine, un petit peu moins des dispositifs sociaux, pour lesquels je n'ai pas forcément la compétence. Ce que je peux vous dire au plan fiscal, les différents dispositifs, ce sont essentiellement à ce stade, essentiellement des dispositifs de report. Alors, pour ce qui est dû, en fait. Alors, ces dispositifs de report, depuis maintenant quelques semaines, a été mis en place un dispositif comment dire, de paiement allongé qui peut aller jusqu'à 36 mois. Alors, ce sont des dispositifs de paiement allongé qui auparavant étaient gérés surtout au sein d'une commission qui s'appelle la CCSF, qui existe toujours, dont le but est de mutualiser les dettes publiques. Mais dorénavant, au niveau des dettes purement fiscales, on peut aller jusqu'à 36 mois. Et donc, on octroie des délais de paiement assez importants pour permettre aux entreprises de passer cette période. Alors, on pratique ce qu'on a toujours pratiqué également, même en temps normal, dans les situations vraiment les plus difficiles. Il est possible de faire des demandes de remise gracieuse. Alors, la demande de remise gracieuse au niveau fiscal, elle porte sur tous impôts sauf la TVA et les droits d'enregistrement. Mais on a la possibilité, on traite effectivement, dans certains cas, des demandes de remise gracieuse et parfois conséquentes. Mais l'ordre étant plutôt d'abord l'étalement et ensuite, si vraiment on voit qu'il y a une réelle difficulté, on va vers la demande de remise gracieuse. J'ai envie de parler aussi pour les entreprises qui sont en exploitation individuelle, c'est-à-dire qui payent de l'impôt sur le revenu et non pas de l'impôt sur les sociétés. La mise en place du prélèvement à la source donne quand même aussi beaucoup de souplesse. On peut tout à fait moduler à la baisse ses acomptes. On peut aller sur le site impôt.gouv.fr sur son site particulier pour moduler à la baisse ses acomptes. On peut également passer certains acomptes, les mettre à zéro, c'est tout à fait possible. Donc, il y a toute une série de possibilités qui existent sur le compte fiscal des particuliers pour moduler à la baisse les acomptes. On peut même réviser ces 10 acomptes mensuels. On peut tout à fait les réévaluer pour coller au plus près de la réalité, qui malheureusement parfois peut être une réalité avec zéro chiffre d'affaires, donc avec une implication de ce côté-là en termes d'impôts qu'on imagine. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est contemporain. Si vous le faites avant le 20 du mois, c'est pris en compte pour le mois suivant en termes d'acompte provisionnel. Dernière chose, toujours sur ces dispositifs d'étalement, enfin, c'est pas des dispositifs d'étalement, c'est des dispositifs de remboursement accéléré. Là, on est sur de l'actif. On a divisé par 3 notre taux, notre vitesse de remboursement des crédits de TVA. Alors, j'ai envie de dire que ça, la TVA, ça a été particulièrement utile en tout début de crise, c'est-à-dire au moment où on a déclaré sa TVA. Il y a toujours un petit temps entre le moment où on réalise l'activité et où on déclare la TVA. Ça arrive le mois suivant, le trimestre suivant. Par contre, le dispositif se poursuit de remboursement accéléré. Et ce qu'on a également mis en place au niveau national, c'est des remboursements anticipés de certains crédits d'impôt. Alors, je pense notamment des dispositifs et des crédits d'impôt dans l'audiovisuel, dans la recherche. Eh bien, ces crédits d'impôt peuvent être remboursés quand bien même l'alias fiscal n'a pas encore été déposé. Et on voit ensuite. Et de même, pour certains types de crédits d'impôt qui normalement n'arrivent pas à maturité, je ne vais pas faire de technique fiscale, exceptionnellement, on autorise leur remboursement quand bien même la maturité devra arriver l'année suivante, dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc voilà un petit peu les dispositifs au plan fiscal qui existent à ce stade. Petite question pour, j'allais dire, ces étalements de charges. Il y a une logique où on attend la fin de la pandémie, où on fait les demandes au fur et à mesure. Il faut faire, alors pour j'allais dire, tout ce qui est étalement de charges fiscales, les impôts, ils sont saisonniers, hein, ils sont payés en fonction de différentes périodicités. Donc, idéalement, au plus tard, l'idéal est de faire la demande d'étalement au moment où on doit payer son impôt, mais on peut le faire à l'avance. On peut tout à fait, à l'avance, prévenir son service des impôts des entreprises pour l'informer qu'on va avoir une difficulté en fait à payer son impôt comme prévu et demander à bénéficier des dispositifs qui existent.
J'ai évoqué tout à l'heure très brièvement ce qu'on appelle la CCSF. Alors, ce sont des initiales un peu barbares, c'est la Commission des chefs de services financiers. Alors, qu'est-ce que c'est que la CCSF? Là, ce dont je vous parle au plan fiscal, c'est étalement jusqu'à 36 mois. Il faut savoir que l'idée, quand une entreprise elle a des difficultés de paiement au niveau de ses impôts, raisonnablement, on a la même chose au niveau des charges sociales, éventuellement pour les import-export au niveau des charges douanières, au niveau des caisses de congés. Donc, l'idée, c'est de mutualiser tout ça, de faire un seul plan échelonnés. Et là, on peut aller jusqu'à 48 mois. Donc, il se réunit une commission tous les mois, une CCSF tous les mois. On a des saisines. Je vous ai mis sur le PowerPoint les liens pour faire ces saisines. Et les entreprises qui ont des dettes un petit peu partout au niveau public ou parapublic ont tout intérêt à demander un dossier CCSF pour qu'on rééchelonne. Donc, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, c'est le secrétaire de la CCSF. Un seul paiement pour l'ensemble des dettes différentes, à charge pour nous, l'administration fiscale, de ventiler les paiements vers les différentes administrations. Donc ça permet un petit peu de faciliter, alors déjà d'étaler largement les dettes, de les mutualiser, et on peut aussi, dans les cas vraiment les plus difficiles, prévoir des franchises, dire ben voilà, pendant 6 mois, vous ne payez pas, parce qu'on voit bien que vous n'avez pas les moyens, on verra plus tard. Et le principe de la CCSF est assez intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où le principal est payé, il y a dans 90% des cas des remises de toutes les majorations. On remet les majorations, parce que bon, l'entreprise a fait l'effort dans une situation compliquée de régler sa situation fiscale, sociale ou vis-à-vis des congés payés. Donc derrière, on remet les majorations. Voilà pour la CCSF. Très bien, beaucoup d'informations. Dernier point, et qui n'est pas des moindres, le fonds de solidarité. Il y a eu un premier volet. Nos entreprises sont tout à fait concernées. Elles rentrent dans la nomenclature des acteurs qui sont éligibles. La suite pour ce fonds de solidarité, c'est quoi? C'est quand? C'est combien? C'est important. Qui, quand, combien, c'est effectivement les questions importantes. Alors, le fonds de solidarité est un dispositif qui a été mis en place dès le mois de mars pour aider, en première intention, en cash flow immédiatement les entreprises qui ont subi la crise. Alors, il a évolué dans le temps. Là, un décret du 2 novembre 2020, donc oui, c'est assez récent, précise les conditions actuelles de fonctionnement du fonds de solidarité. Alors, qui est concerné? Je vais essayer d'aller assez vite parce que et sans trop vous noyer dans les détails, parce que l'État a voulu coller sur différentes réalités, c'est logique. Donc forcément, il y a plein de cas possibles. Je vais rester dans les généralités. Je vous renvoie vers le PowerPoint qui est plus détaillé pour vraiment les détails. Alors, les généralités, qui est concerné? Donc commerçants, artisans, professions libérales, agents économiques, quel que soit leur statut, société, entrepreneur individuel, association, quel que soit leur régime fiscal, que ce soit régime micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Jusqu'à 50 voilà, salariés. Exactement. La condition, il y a une condition plafond, c'est le nombre de salariés, 50. Donc ça, c'est le premier dénominateur commun. Ensuite, pour la période qui s'ouvre, donc c'est la période octobre et novembre pour le moment, mais bon, rien n'indique le contraire sur un prolongement éventuel du dispositif. Ce sont les entreprises qui vont être concernées, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Plus du tout question maintenant de plafond de salariés, alors du coup, on est sur... Non, voilà. Alors, c'est la nouveauté. Ça, c'est la nouveauté, effectivement. Les entreprises qui, d'octobre à novembre, ont perdu au moins 50% de chiffre d'affaires par rapport à une période de référence. Alors, c'est quoi la période de référence? C'est soit le mois de l'année précédente, soit la moyenne on prend un 12e des chiffres d'affaires, on fait une moyenne et on compare. Je vous la fais simple. Très bien. Voilà. Alors, ça, c'est une généralité. Après, ça va être un petit peu variable. Là sur le PowerPoint, on voit je vous ai mis deux liens qui sont importants. Qu'on transmettra, bien sûr. Voilà, vous allez voir pourquoi. Je vous ai mis un lien vers la liste des entreprises qui n'ont pas eu d'activité et un lien vers 2 listes d'entreprises. Ce sont, les entreprises qui ont été directement impactées par la crise, au hasard, c'est pas un très beau terme, mais l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel. Eux, ils ont été impactés directement par la crise. Donc, effectivement, vous comprenez qu'ils vont bénéficier des plafonds les plus élevés en matière de fonds de solidarité sur les mois à venir. Et donc, ces secteurs sont importants parce qu'ils vont permettre de déterminer où est-ce qu'on se situe au niveau du fonds de solidarité. Est-ce qu'on va se situer au plafond de 10 000 € ou au plafond de 1 500? Voilà.
fermeture administrative, c'est un acte administratif clair ou c'est un secteur qui a été nommé comme les activités devant s'arrêter du fait du confinement. L'événementiel, c'est un petit peu compliqué. Il y a une multitude d'acteurs. Il y a des établissements de recevant du public, comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Ils ne peuvent plus accueillir du public. Il y a une forme de fermeture administrative. Pour beaucoup d'autres acteurs, c'est une conséquence indirecte. Est-ce qu'elles doivent se considérer? Comment elles ont la réponse à cette question? Comment elles savent si Alors, elles sont ou non j'allais dire, elles vont avoir la réponse à la question en faisant la demande. Faut que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne très rapidement. Pour faire une demande de fonds de solidarité, il faut aller sur le site impôts.gouv.fr. Et dans ce site, on en a parlé tout à l'heure, on a tous un compte fiscal des particuliers. Donc le dirigeant va aller dans son compte fiscal des particuliers, il y a un espace ad hoc, et on va lui demander différentes informations, notamment la variation de chiffre d'affaires, bon, bien sûr ses coordonnées, les coordonnées bancaires, et une information importante qui est le code NAS, le code d'activité en fait, de l'entreprise. Donc le premier niveau, vous allez avoir un premier niveau, le traitement va être automatisé. Imaginons que traitement automatisé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine, ça veut dire qu'au maximum, en 8-9 jours, 10 jours, 90% des dossiers sont crédités. Et si jamais le système détecte un besoin de complément, il y a un deuxième niveau d'examen, et là, c'est un agent des finances publiques qui va prendre la tâche de l'entreprise. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va devoir regarder, effectivement, parce que vous avez raison, un code APE, un code NAS, c'est très froid. C'est pas là-dedans qu'on peut toujours voir comment est exercée l'activité. Et c'est là qu'il va y avoir un échange, en fait, pour comprendre comment l'entreprise exerce son activité et qu'on va pouvoir statuer de façon individualisée. Oui, et puis l'une des spécificités de nos filières, c'est la multitude justement de codes NAF. Donc on incite à rentrer directement en contact avec vos services. Je pense que c'est important ce que vous venez de dire là, parce que tout à l'heure, quand je vous disais que 53% des entreprises n'avaient pas eu d'aide, et je pense qu'effectivement, il y a ce code NAF aussi dans nos métiers qui fait que c'est quelquefois très large. Et donc, c'est bien de pouvoir creuser un peu et de pouvoir. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à prendre contact et à bien expliquer les activités. Exactement. Oui, et donc ce qui m'amène à remercier nos intervenants, représentants des services de l'État, pour leur participation et leurs aides. Simplement un petit sondage, effectivement, 53%, c'est vrai, mais on a aussi recueilli l'information, 6 entreprises sur 10 sont à date satisfaites des aides mises en place par l'État, la région et la MEL, et nul doute que les explorations qu'on fera aujourd'hui permettront de venir augmenter cette statistique. Merci à vous. Merci. À très bientôt. J'accueille maintenant deux autres intervenants. Monsieur Giraud, Jean-Michel Giraud, directeur appui aux entreprises, conseiller régional Hauts-de-France, ainsi que Madame Rollin, conseillère entreprise, financement des entreprises pour la métropole européenne de Lille. Bien, merci à vous d'être avec nous. Madame Rollin, bonjour. Monsieur Giraud, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par vous. Alors, la région a une compétence forte, hein, on le sait, en matière économique, en matière de développement économique. Il y a tout un panel d'outils qui est dédié aux entreprises, j'allais dire de manière régulière, constante, sur des enjeux de développement, d'innovation, d'internationalisation, etc. Ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui d'être également au front et de proposer, en tout cas d'avoir un dispositif d'aide qui est assez vaste avec une quinzaine d'outils, hein, vous m'avez dit. Alors ça va être difficile dans les temps impartis de faire le tour de cette quinzaine d'outils, mais il y a en tout cas des enjeux qui sont clairement identifiés en termes d'urgence pour les entreprises. En quelques mots, quelle est la politique de la région pour accompagner ces entreprises dans ce moment très délicat? Merci de votre invitation. Oui, je voulais un peu revenir aussi sur les propos du début, puisqu'on a insisté sur la notion d'accompagnement. Moi, je reviendrai là-dessus beaucoup. Aujourd'hui, des aides, il y en a beaucoup. C'est même un maquis d'aides.
On est il y a bien une d'accord. dimension aussi extrêmement psychologique dans l'accompagnement du dirigeant. Donc, plus que jamais, il faut se faire accompagner dans ces moments difficiles. L'accompagnement, ça vise à deux choses. Un, à partir du moment où il y a une prise de parole, il y a un échange, ça permet aussi aux dirigeants de se poser, sans doute de partager aussi une partie de ses difficultés. Et là, je pense que la dimension psychologique est extrêmement importante. Et ensuite, ça permet aussi pour pour les différents protagonistes, hein, les administrations, de bien prendre la mesure du problème. Et en fonction des problèmes, ça permet deux choses. D'une part, d'aiguiller, d'orienter dans ce maquis d'aide, mais aussi d'entendre différentes prises de parole des dirigeants et de réajuster la boîte à outils au fur et à mesure. Parce que c'est bien ça la difficulté, c'est qu'on a autant de situations et on a autant d'outils parfois en fonction des situations rencontrées. Donc, je vais vraiment beaucoup insister sur cette notion-là, mais il faut se faire aider. 03 59 75 0100. Vous pouvez aussi écrire à la région entreprise au pluriel @hautefrance.fr. Guichet unique. Guichet unique, donc c'est un guichet qu'on partage avec effectivement les consulaires, l'État, mais on a l'occasion aussi, ma collègue interviendra après, mais d'échanger tous les jours avec les intercommunalités. Avec la MEL, on a vraiment un travail quotidien, des échanges quotidiens. Donc aujourd'hui, tous les pouvoirs publics, et notamment en région, j'insiste sur ce sujet-là, on est extrêmement connectés, extrêmement liés. Donc, peu importe, j'ai envie de dire, la porte d'entrée, on trouvera une solution. Ce qui est important, c'est de réussir à bien calibrer le besoin, calibrer la difficulté rencontrée par le dirigeant. Ça je crois que c'est vraiment extrêmement important de revenir là-dessus. Consulaires, ce sont les chambres des métiers, Absolument. chambres d'agriculture Qui opère ce numéro. En fait, pour être très concret, on partage ensemble un énorme vadémécum de tous les dispositifs aujourd'hui identifiables dans la région. Et en fonction de la situation exposée par le dirigeant qui appelle ce numéro, la personne est orientée vers la bonne administration, vers la bonne porte d'entrée. Ça, c'est une première notion qui est la notion d'accompagnement. D'ailleurs, la région, au-delà du numéro unique, on va mettre aussi en place, et on le fait déjà, avec un certain nombre d'opérateurs, des dispositifs visant à accompagner le dirigeant, pour faire des diagnostics 360, pour être aussi accompagné pour tout simplement remplir un dossier de demande d'aide, parce que parfois c'est compliqué. Donc on va là aussi, on met un coup de pouce là-dessus, on met un peu d'argent sur la table pour aller financer notamment les consulaires, les boutiques de gestion, pour venir travailler sur ces sujets-là. Donc, je veux dire, si vous rentrez par la porte d'entrée du numéro unique, vous pouvez aussi derrière vous voir proposer un accompagnement complémentaire sous forme d'aide. Je vous dis soit pour, je dirais, mieux identifier vos problématiques, et elles sont parfois diverses, et puis d'autre part, effectivement, avoir accès à de l'accompagnement basique, mais qui vise à remplir parfois des dossiers, à aller chercher des demandes de financement. Oui, puis ça évolue beaucoup. Hein. On avait eu Ça ce évolue en collectif. permanence. Vous Bien l'avez vu sûr. tout à l'heure sur le fonds de solidarité. Je pense que c'est un bon exemple. Il y a un décret du 2 novembre. On s'adapte. On est sur une matière malheureusement mouvante parce qu'il y a plusieurs séquences de confinement. Donc à chaque fois, il y a des codes NAF différents qui sont concernés, ajoutés, étendus, etc. Et c'est plutôt des mesures qui élargissent et qui sont, j'allais dire, au profit des entreprises. Donc ces changements qui sont plutôt positifs. C'était d'ailleurs tous ces acteurs-là qui avaient produit presque un mois après les débuts de la crise un document avec une couverture orange et jaune là, qui recensait toutes les aides. Et on va la retrouver puisqu'on l'a mise à jour. Alors là aussi, je veux dire, bon, l'enjeu, moi je voulais insister là-dessus. Bon, je vous dis, il y a la notion de conseil. Après, si j'essaie un peu d'identifier les différentes possibilités d'accompagnement, pour les clarifier simplement, en fait, vous avez soit des mesures palliatives, type fonds de solidarité. À un moment, vous avez de la perte d'exploitation. Il faut compenser cette perte d'exploitation. Et bien, vous avez une sorte de filet de sécurité qui est mis en place. C'est régalien, c'est national, c'est l'État qui a la manette sur ce dispositif-là. Ensuite, vous avez tout ce qui touche la question du besoin en fonds de roulement, la trésorerie. Alors, je sais qu'aujourd'hui, l'endettement des entreprises atteint un niveau assez conséquent et que c'est difficile parfois de rajouter de l'endettement à l'endettement, mais vous l'avez dit tout à l'heure, le taux de recours au PGE, aujourd'hui, c'est 6 entreprises sur 10. Moi, j'avais même en tête plutôt 4 entreprises sur 10. Ça veut dire que le non-recours, la notion de non-recours au dispositif, que ce soit PGE, mais aussi tous les autres dispositifs, est un énorme problème. Vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne bénéficient pas de mesures tout simplement parce qu'elle ne les demande pas. Donc, quelquefois, on pense que c'est pas pour nous. Absolument. Ou on va même le dire, comme le disait le président tout à l'heure, on se dit que ces aides-là, c'est compliqué, c'est pour les autres, j'ai pas envie de faire la démarche, etc. C'est pour ça que je réinsiste beaucoup sur la notion d'accompagnement, mais à partir du moment, et mon collègue de l'État l'a aussi dit, monsieur de Manchot tout à l'heure, il faut pas hésiter à aller sur les plateformes, rentrer, saisir un dossier, appeler un numéro unique, parce qu'à partir de là, vous ouvrez une première porte et cette porte va vous ouvrir plusieurs portes derrière. Et
derrière, vous avez une ramification de partenaires qui, de toute manière, communiquent et essaient de transmettre l'information. Honnêtement, il y a de la solidarité entre les administrations aujourd'hui. Et il faut être pris en charge. Il faut ouvrir la première porte. C'est important. Voilà. Donc, Sans vergogne, profiter des dispositifs qui sont mis en place. oui, bah, c'est pas là. Je pense que c'est même pas une question d'opportunisme. Hein. Si vous avez fait effectivement, vous êtes confronté à une fermeture administrative, vous avez une difficulté de carnet de commandes parce que c'est pas de votre faute si l'économie aujourd'hui tourne au ralenti. Il y a aujourd'hui des mesures compensatrices pour venir justement financer les entreprises. Mais je reviens sur la notion d'endettement. Ça me permet aussi un peu d'éclairer ce que fait la région. Ça a été dit aussi tout à l'heure. Quand vous rencontrez des difficultés de trésorerie, aujourd'hui, en fait, le canal est assez simple. Un, le PGE. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est la voie royale du financement aujourd'hui de la trésorerie des entreprises. Il faut demander son PGE. Si vous n'obtenez pas un PGE, vous vous adressez à la médiation du crédit. La médiation du crédit en France, elle est opérée par la Banque de France. La Banque de France connaît très bien le sujet. Aujourd'hui, je pense que le taux de sortie positive de la médiation du crédit, c'est 40%. Ça veut dire que la Banque de France va appeler les banques concernées et va essayer, non pas de leur tordre le bras, mais quelque part de revoir un petit peu la position pour les aider à mieux comprendre le dossier. 40% de sortie positive de médiation du crédit. Si jamais, à l'issue de la médiation du crédit, il n'y avait toujours pas de financement, la région de France a mis en place 3 dispositifs directs qui permettent de financer les entreprises pour soulager leur trésorerie. On a fait 250 dossiers depuis le mois de mars. C'est opéré avec les tribunaux de commerce ou avec les chambres de commerce. En fin de compte, c'est assez simple, ça dépend de votre chiffre d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça dépend de votre taille d'entreprise. Mais sachez que vous pouvez avoir des injections de cash, et ça, on le fait aussi en partenariat avec l'État, qui a aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, mis en place des nouveaux dispositifs. Aujourd'hui, de 1 salarié à 1000 salariés, à 10 000 salariés dans la région, vous avez une solution de financement pour des problèmes de trésorerie. Et à chaque fois, on a un produit structuré. Alors, soit nous, par exemple, la région, on en a 2 en direct, enfin, on en a 3 en direct, on en a 2 qui sont opérés par BPI, et ensuite on en a un qui est opéré par le réseau Initiative et un qui est opéré par le réseau France Active. Selon la strate, vous êtes orienté vers un dispositif, ça permet de faire des injections de cash assez rapidement, sans caution du dirigeant, sans garantie, bien évidemment, sans caution du dirigeant. C'est du taux zéro et on est sur des maturités extrêmement longues. Si je prends par exemple le dispositif qu'on opère avec la BPI qui s'appelle le prêt rebond, aujourd'hui, le prêt rebond, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 années de différé, c'est un remboursement sur 7 ans. Donc vous voyez, c'est des maturités extrêmement longues, ça permet quand même de regonfler sa trésorerie. On n'est pas sur une pression de l'endettement à court terme. Donc ça aussi, c'est aussi des mécanismes assez puissants parce que ça permet de reconstituer du cash tout en ne payant pas tout de suite l'endettement. Et c'est en cela, on parle souvent du volontarisme du président de région, Xavier Bertrand, c'est aussi c'est sur ces enjeux-là qu'un quart ou un tiers du budget de la région a été dégagé pour aider les entreprises dans cette crise, hein, c'est ça? Bah, aujourd'hui, la région a initié un plan de relance. Alors, c'est vrai que le plan de relance, il est arrivé entre les deux confinements, donc ça me permet aussi de faire une parenthèse sur le sujet. Donc, effectivement, il y a un plan de relance régional de 1,3 milliard. Sur le 1,3 milliard, il y a 30 à 40% du budget qui est effectivement fléché sur l'économie, pour faire court. Il était très orienté. Enfin, on a fait beaucoup de mesures d'urgence au mois de mars dernier. On a fait aussi des mesures de relance, tant mieux. Mais là, le deuxième arrêt de l'économie nous ramène à une gestion de l'urgence, ou en tout cas du soutien. Donc aujourd'hui, une partie de ce 1,3 milliard est réfléchie sur les mesures de soutien, les mesures d'urgence. D'ailleurs, on est en train de redoter tous les outils que je viens d'évoquer, donc les fonds de premier secours, les Hauts-de-France Prévention, les prêts rebonds chez BPI, les prêts régionaux de revitalisation, pour citer 4 outils, par exemple, très concrets. On va revoter, là, le 23 novembre, une redotation de l'ensemble de ces outils de manière à ne pas laisser de situation orpheline pour les entreprises qui n'auraient pas de financement dans le cadre des PGE. Ceci dit, ça me permet quand même d'amener un deuxième sujet qui pour moi est essentiel, c'est que vous avez effectivement des questions de difficulté qui se posent, mais vous avez aussi des questions aujourd'hui de transformation des entreprises. On a tout à l'heure parlé du FNE. C'est vrai que c'est un peu un paradoxe, mais la crise peut être aussi saisie, alors je pèse mes mots en le disant, comme une opportunité pour aussi mener un certain nombre d'opérations de transformation, parce qu'on sait que la crise, c'est un accélérateur des mutations. Donc, il faut aussi jouer le jeu aujourd'hui de l'anticipation, parce qu'il y aura un rebond. On ne sait pas quand, mais il y aura un rebond, Et que cette économique. crise aura Et que sûrement bougé des frontières sur, par exemple, le digital dans nos bien métiers. évidemment, sur le digital, sur un certain nombre aujourd'hui de marchés qui étaient des marchés émergents. Et on sent qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de compétences
humaine, mais il y a aussi un enjeu d'investissement. Là, je suis sur des CAPEX purs et durs. Et pour les entreprises qui le peuvent, elles le peuvent peut-être pas toutes, mais celles qui ont des opportunités aujourd'hui en matière de financement de ces CAPEX, et là aussi, il y a des mesures d'accompagnement extrêmement fortes. Il y a un plan de relance national, il y a un plan de relance régional. Il faut essayer de saisir des opportunités pour se faire financer ces investissements. Parce que tout ça, ça va permettre de gagner du temps au moment où l'économie va redémarrer. Bien évidemment que les entreprises les plus réactives seront celles qui capteront le plus les parts de marché à venir dans les quelques Bien mois, sûr. j'espère, à venir. Monsieur Giraud, dernière petite question, on l'a posée plusieurs fois. Certains acteurs s'étonnent que le volet 2 soit réservé aux entreprises avec des trésoreries négatives. C'est Oui, bien le cas? alors, alors, pour bien comprendre cette histoire du Fonds de solidarité, les régions, nous, dans cette affaire-là, on est opérateur pour le compte de l'État. Vous avez vu, c'est un décret, Oui. donc c'est national, c'est un décret qui fixe les conditions d'accès au Fonds de solidarité. Il y avait effectivement jusque-là 2 volets. Moi, ce que je comprends du dernier décret, c'est qu'on s'oriente plutôt vers un seul volet. La question de qui va l'opérer, est-ce que ça va être plutôt l'État, plutôt les régions, c'est en train d'être précisé. Bon, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un élargissement aujourd'hui de la cible. Il y aura sans doute plus ce volet 2. Donc, il y aura plus cette complexité de je ne suis pas éligible au volet 1, je suis rebasculé sur le volet 2, etc. Pour l'instant, la région, jusqu'au 30 novembre, on opère le volet 2 exclusivement pour les discothèques. Voilà. Aujourd'hui, ce type de structure, elle est très sensibilisée sur la question de la valorisation, etc. Ce n'est pas le moment de racheter des entreprises à vil prix et de faire payer très cher du haut de bilan. Oui, Le but du jeu, c'est vraiment consolider les fonds propres, redonner de la visibilité, de l'assise financière aux entreprises. Et on verra, je dirais, en sortie de crise, comment tout ça va se passer, parce qu'il faut là aussi travailler ce sujet-là. Il risque d'y avoir beaucoup d'entreprises qui risquent d'être prises dans la tourmente des fonds propres. On en parle peu ou pas assez, mais c'est un vrai sujet là aussi de sortie, d'anticipation. Évidemment. Et on se permettra de rester bien en contact avec vos services et bien sûr ceux de l'État concernant les évolutions de ce fonds de solidarité qui effectivement va sûrement être nécessaire dans les mois qui viennent. Merci Monsieur Giraud. Et effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez à la fois avec les services de l'État en étroite collaboration, mais également ceux de la MEL et du développement économique. J'accueille Madame Rollin, d'accord, qui est directrice Merci de de votre l'appui aux invitation. entreprises. Non, Alors, je ne pardon. suis pas directrice, Vous êtes conseillère conseillère, entreprise, pas encore directrice, pas mais encore. conseillère entreprise, financement des entreprises. L'AMEL a également mis en place des dispositifs, deux principalement, celui du fonds de rebond et celui du fonds de relance. Vous nous expliquez brièvement de quoi il s'agit? On aura quelques questions. Oui, alors brièvement, juste, je redonne quelques petits éléments de contexte. L'AMEL on m'a mis en place, dans le cadre de la crise sanitaire, un plan exceptionnel de fonds de relance. Alors, je suis désolée, la sémantique, on parle toujours de fonds de relance, fonds de relance, fonds de rebond, et je présume que les entreprises doivent s'y perdre un peu. Donc, elle a mis en place un plan exceptionnel de 60 millions d'euros, donc dédié au tissu économique. Et au sein de ce plan de relance, effectivement, il y a 2 dispositifs spécifiques. Un qui est un fonds de relance, qui n'est pas un dispositif propre, c'est un dispositif qui émane de la région, de la Banque des Territoires. Et là, on est sur de l'avance remboursable. Et un autre dispositif qui est le fonds de rebond. Donc, les deux sont complémentaires et se cumulent. Qui est là est un dispositif en subvention, et on parlait justement de structuration financière et du haut de bilan. Et donc, nous, notre volonté, c'était d'intervenir en subvention parce qu'effectivement, de la dette sur la dette, on comprend que certaines entreprises et au final, quelques réticences à s'endetter. Voilà, donc on voulait proposer les 2 niveaux d'intervention. Chose que je voulais dire aussi, c'est que tous ces dispositifs sont cumulables entre eux. C'est-à-dire que toutes ces aides sont cumulables, et donc le dispositif de la région ne va pas forcément Ils viennent chasser en le sus. dispositif métropolitain. Bien évidemment, il y a des critères, et c'est pour ceux que ça concerne, c'est jusqu'à compensation du chiffre d'affaires perdu. Mais on a aussi pas mal d'entreprises qui nous disent oui, mais si j'ai eu ça, j'ai pas forcément le droit à ça, ce qui n'est pas vrai. Hmm. Tout est en principe cumulable. Après, effectivement, il y a une instruction dossier par dossier. Non, il Donc faut ça, bien c'est un... l'indiquer. Les montants varient, mais les dossiers sont cumulables et quelquefois même dépendants. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier, par exemple, du fonds de solidarité de la région, il faut déjà être éligible à celui proposé par l'État. Oui, enfin, c'est le même, hein. Le fonds de solidarité, en fait, il n'y a qu'un seul fonds de solidarité, vraiment, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet. C'est un fonds de solidarité de l'État qui a été abondé par les régions. Il s'avère que les régions opèrent un volet 2 qui existait jusque-là, mais qui, à mon avis, va s'éteindre. D'accord. Donc, il y a
il n'y a plus qu'un seul fonds de solidarité. Il faut d'ailleurs passer par le site impôt.gouv.fr pour. C'est vrai qu'histoire est complexe. Oui. Excusez-nous. Pas de souci. Donc, juste en aparté, nous, ça n'est pas dépendant. Comme c'est notre fonds de rebond est propre, peu importe que la personne ait obtenu ou pas, enfin, il vaut mieux, on va lui conseiller, bien évidemment, mais en tout cas, c'est complètement dépendant. Pour revenir à mes deux dispositifs, donc je repars sur le fonds de relance, donc c'est bien une avance remboursable. Juste ce que je voulais dire, c'est que c'est instruit par le réseau Initiative. Et donc, vous aurez les coordonnées dans le PowerPoint. Donc, c'est à destination des entreprises de moins de 10 salariés. Vous pouvez avoir jusqu'à 15 000 € à taux zéro. On dit avance remboursable, mais ce sont des prêts à taux zéro sur 48 mois avec 12 mois de différé. Il y a aussi Voilà. une nouvelle votation il y a une dizaine de jours ou une semaine à peu près, c'est ça? Pour un deuxième dispositif? Alors, oui, on a eu ça c'est le fonds de rebond. Donc, je clôture juste cette histoire de fonds de relance. On est bien sur de l'avance de trésorerie. C'est instruit par un réseau national d'accompagnement à la création d'entreprise. C'est un process léger, d'accord. Il n'y a pas de prérequis. Il faut avoir des problèmes de trésorerie. Et on est bien sur du prêt à taux zéro. Si on veut retenir, grosso modo, les choses principales. Attestation, expert comptable, quelques minutes, 10-15 minutes, je l'ai fait. Alors ça, vous confondez avec le fonds de rebond. Je suis désolée, j'étais sur mon fonds de relance. Maintenant, Oui, j'arrive sur le dispositif propre, fonds de rebond. Donc là, qui est doté à hauteur de 20 millions d'euros, qui là est en subvention, qui est instruit par la MEL, d'accord. Et donc là, on intervient en subvention. Donc les entreprises n'ont pas à rembourser. Donc sur les 20 millions de dotation, pour l'instant, 5 millions ont été dépensés. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment inciter vos adhérents à postuler à ce fonds. Effectivement, comme vous l'aviez dit, c'est aussi un process léger. Donc on candidate sur le site de la MEL. Voilà, on va juste demander le CABIS, le RIB et une attestation comptable. On a essayé vraiment de faciliter la chose pour les entreprises. Et donc on incite vraiment aux activités qui dépendraient de la filière tourisme de postuler à ce fonds. Pour revenir, pour donner quand même les prérequis, donc on a un dispositif qui est dédié dans le cadre de ce fonds de rebond aux activités relevant de l'événementiel du tourisme. Donc c'est effectivement ce sont des activités qui ont été particulièrement impactées. On va demander à ce qu'il y ait une fermeture administrative ou une perte de 40% de chiffre d'affaires. Mais généralement, vous satisfaisez complètement les critères parce que, voilà, au regard de la période, vous êtes en difficulté. La subvention couvre une période de 6 mois. D'accord, donc de mars à août. On n'est pas obligé de satisfaire au mois pour mois. C'est-à-dire qu'on peut postuler à 2 mois, 3 mois ou à 6 mois en fonction de la perte de chiffre d'affaires que l'on a eue. Et de même être accepté pour un mois ou un autre mois. Exactement. La subvention là, est proratisée en fonction du nombre de salariés. Donc, on passe de 1 000 à 3 500 € par mois. Voilà, donc si on multiplie, ça peut faire une somme non marginale. Bien sûr. Voilà. Que vous dire de plus? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Oui, et pareil, on ne voulait pas laisser les entreprises un peu perdues face à leurs sollicitations. Donc, on a mis en place un numéro vert. Donc, c'est le 0800 711 721. Et donc, vous avez aussi une plateforme téléphonique, donc des collègues qui sont là pour accompagner les entreprises dans leurs demandes. Très bien. Voilà. La dernière chose, si vous me permettez, donc ça court jusqu'au 15 décembre, d'accord. C'est-à-dire que ça a été lancé mi-juin. Et donc là, on doit faire les demandes avant le 15 décembre. Mais pareil, ça va certainement être prolongé et ça va certainement être amendé. On est aussi en phase de réflexion pour élargir encore le dispositif. Aussi, comme le disait Monsieur Giraud, cette crise a mis en exergue le fait de mutation économique. Donc, on est en train de réfléchir sur de l'aide à la digitalisation, de l'aide à la résilience économique. Donc, voilà, on vous tiendra au courant sur les avancées de cette aide en subvention. Merci. Merci beaucoup, Madame Rollin. Eh bien, on a dépassé largement le temps qui nous était imparti. Je remercie l'ensemble de nos intervenants qui ont pu témoigner et nous apporter des solutions concrètes. Madame Berquet, Monsieur Acapro Adra, Monsieur Demonchot, bien sûr Monsieur Giraud et Madame Rollin. Un petit mot de la fin pour Stéphane Brenne, président de l'Elevens, et on pourra saluer notre public. Merci.
Oui, simplement, effectivement, j'avais encore beaucoup de questions, mais le temps faisant, voilà. En tout cas, je voulais tous et toutes vous remercier parce que vous avez pris le temps de bien nous expliquer. On a bien compris qu'il y avait un numéro important qui est à utiliser à bon escient. Et puis, par rapport à la mail aussi, on a eu pas mal de retours. Simplement, c'est vrai que tous ces aides, on voit qu'il y a beaucoup aussi d'endettement. Vous l'avez bien compris. On s'endette tous, malheureusement, pas de notre fait, mais c'est comme ça. Donc, on est bien conscient et on est bien heureux d'avoir aussi quelques aides à droite et à gauche. Je voulais simplement voir aussi, et vous poser la dernière question, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé des entreprises et salariés. Il ne faut pas oublier les chefs d'entreprise. Et vous l'avez dit, Monsieur Giraud. Et on a besoin aussi d'un soutien d'aide, mais moral aussi. Et aujourd'hui, les différents chefs d'entreprise aussi sont soit salariés de leur entreprise, mais ne touchent pas le chômage partiel, ou alors sont en TNS. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a peut-être, et ça fait partie de nos demandes aussi, il y a peut-être une petite partie qui a été oubliée justement par rapport à ces chefs d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui ne peut rien prendre dans son entreprise, bah, ça lui pose aussi des difficultés personnelles derrière, et malheureusement, ça risque d'engendrer d'autres choses. Voilà. Et en tout cas, et la dernière chose, pour le rebond, vous avez parlé tout à l'heure de rebond. Nous, on se prépare, on essaie de se préparer, de garder nos équipes pour être prêts au rebond. Et simplement, ben, de votre côté, et j'en profite parce que vous êtes pas mal d'institutions, dès l'instant où il y aura ce rebond, faites des achats en local, aidez-nous à repartir, ça nous aidera. Je sais qu'il y a des appels d'offres et d'autres, c'est compliqué, mais donnez la priorité, s'il vous plaît, aux gens du local pour qu'on puisse très vite rebondir. Voilà, merci en tout cas d'être venu. Excuse-moi Maxime, mais il fallait que je termine là-dessus, c'est important. L'appel est Merci. entendu, le message est passé. Merci Stéphane, merci aux différents intervenants, merci à la chaufferie Decorum et Manganelli, merci aux nos partenaires qui nous ont aidés à organiser ce webinaire et bon courage à chacun d'entre vous pour surmonter cette crise. Merci, bonne journée, au revoir.